Investir, c'est compliqué? Pas forcément. Est-ce que vous voulez que l'argent travaille pour vous? Si c'est le cas, peut-être que les ETF sont votre solution. Imaginez, vous placez votre argent en un seul clic sur une multitude d'actions, de pays et même de secteurs, sans pour autant avoir besoin d'être un expert. Pas besoin de surveiller les actions tous les jours. Les ETF sont simples, accessibles et surtout efficaces. Dans cette vidéo, je vais vous dévoiler mon top 5 des ETF qui selon moi offrent des rendements solides et surtout une vraie diversification. On parlera de ceux qui sont parfaits pour commencer, de ceux qui s'adaptent à presque tous les profils et de ceux qui pourraient même transformer votre portefeuille. Pour chaque ETF, on verra son objectif, son rendement, son risque et ses avantages. Donc restez bien attentifs. Pour commencer déjà, pourquoi est-ce qu'on entend autant parler des ETF? Qu'est-ce qu'ils ont de si spécial? Eh ben, plein de choses en fait. Déjà, plusieurs études ont montré que la plupart des gérants de portefeuille performent moins bien que leur indice financier de référence. Et surtout, il faut payer le gérant d'actifs pour qu'il fasse son travail. Donc payer un mec pour qu'il nous rapporte moins que ce que ferait l'indice financier, ça intéresse de moins en moins de monde. En même temps, c'est normal. Si on paye un gérant, c'est pour obtenir mieux que ce qu'on aurait sans lui. Ça semble assez évident. Et c'est comme ça qu'ont émergé les ETF. Ce sont des fonds qui sont passifs, qui ont très peu de frais et qui n'ont qu'un seul objectif, simplement répliquer les performances d'un indice financier de référence, pas plus. Et on va voir le top 5 de ces ETF pour 2025 justement. Comme il y a moins de frais, la performance dès le départ va être plus intéressante qu'un gérant de fonds, et ça va mécaniquement pousser le rendement vers le haut. En plus, comme ce sont des informations publiques, il va être très facile de voir combien rapporte un ETF en seulement 2 clics sur internet. Exemple, la performance du S&P 500 ou du Nasdaq sur plus ou moins longue période. Que ce soit les performances à 3 ans, 5 ans, voire même 10 ans, il n'y a pas photo, ça donne envie. 30% de rentabilité par an depuis 10 ans, ça met tout le monde d'accord. Mais attention, c'est pas parce que la performance a été énorme ces dernières années qu'elle sera toujours comme ça dans le futur. C'est des placements qui comportent des risques et qu'il faut donc voir sur le long terme. Donc prenez pas ces chiffres comme une vérité absolue, mais restez critique par rapport aux performances de demain. Mais le plus gros avantage des ETF, c'est même pas la perf, c'est la diversification. Il existe des ETF pour à peu près tout, des actions, des obligations, des secteurs, des matières premières, etc. J'en passe et des meilleurs. Et chaque ETF comporte un grand nombre de valeurs. Ça veut dire que vous pouvez être exposé à plein de marchés différents en diminuant à chaque fois votre risque grâce à la diversification. Et c'est justement le cas des 5 ETF que j'ai choisis. De la rentabilité certes, mais surtout une diversification pour réduire le risque au maximum. Parce que si l'un des marchés sous-performe, un autre surperformera probablement et la perte de l'un sera comblée par la surperformance des autres. Et c'est justement tout l'intérêt de ces investissements. Ils vous permettent d'investir simplement et de faire croître votre épargne sans pour autant la surveiller au quotidien. Et d'ailleurs, vous pouvez retrouver la plupart des ETF sur les enveloppes fiscales les plus connues, comme le compte titre, l'assurance vie et même pour certains ETF, le PEA. Mais pour ce qui est du dernier, il y a quand même un peu plus de contraintes. Après, évidemment, tous les ETF ne se valent pas. Pour la même raison que tous les marchés et tous les secteurs ne se valent pas non plus. Ça serait trop simple sinon. Chaque indice fait référence à une zone géographique ou un secteur dédié, voire même une classe d'actifs, qui répond à ses propres problématiques et ses propres règles. On va donc voir ensemble les plus intéressants pour 2025. Je vais présenter mon top par ordre décroissant et on va commencer par le 5e avec l'ETF S&P 500 sur l'économie américaine. Son objectif, c'est simplement de répliquer à l'identique l'évolution économique des 500 plus grosses entreprises américaines. Il permet de s'exposer à l'économie de la première puissance mondiale et surtout de profiter de la dynamique que Trump va imposer en facilitant la vie des entreprises pour dynamiser le marché US. Après, j'en vois venir certains. Si je l'ai mis en top 5, c'est parce qu'il est déjà très connu. Et même s'il va bien performer et surtout beaucoup faire parler de lui sur 2025, il reste très connu. Ses performances sur les dernières années sont au top. 33% sur un an et quasiment 300% sur 10 ans. Après, il y a quelques frais de gestion, mais c'est de l'ordre de 0,2% par an. Donc pour lui comme pour tous les autres ETF, on va pas épiloguer dessus. Vous pouvez prendre les performances telles quelles. Le risque avec cet ETF, c'est qu'il polarise de plus en plus sur les 7 magnifiques. Vous savez, ces énormes entreprises que vous connaissez tous, Microsoft, Amazon, Google, Meta, Nvidia et même Tesla. À elles seules, elles représentent plus de 30% de l'indice de référence. Mais c'est en même temps eux qui tirent clairement la performance vers le haut. En 4, le Nasdaq, sur les technologies américaines. Ici, on va répliquer les performances des 100 plus grosses entreprises tech
des US. Après, évidemment, je suis bien conscient qu'il englobe aussi les 7 magnifiques dont on a parlé juste avant. Mais la surperf de cet indice par rapport aux autres marchés est tellement énorme qu'il ne peut pas être mis de côté. L'idée va être de capter la croissance des actions des 7 magnifiques qui va avoir lieu au cours de l'administration Trump. Il veut pousser l'économie américaine via de la déréglementation et des subventions. Les 7 magnifiques représentant clairement les US, ils vont largement en bénéficier. En termes de rentabilité sur les dernières années, c'est sans appel. Plus de 50% sur 3 ans et 500% sur 10 ans. Des croissances comme ça, on en voit quasiment que sur les cryptos. Après, attention, les deux ETF S&P 500 et Nasdaq sont clairement corrélés, déjà parce qu'ils sont tous les deux aux US, mais surtout parce qu'ils ont une forte proportion des 7 magnifiques dont on a parlé plus tôt. Donc je prends les deux parce qu'ils sont extrêmement pertinents en termes de rentabilité pour 2025. Pour autant, il ne faut pas s'en contenter, sinon vous n'êtes pas du tout diversifié. En 3, l'ETF Eurostoxx 50 sur l'économie européenne. Là, on va commencer à véritablement diversifier en répliquant les performances des 50 plus grosses entreprises européennes. Ça incorpore des entreprises que vous connaissez tous, comme BMW, Zara, AXA, Total, Adidas, etc. Tous ces géants qui façonnent l'économie européenne finalement. L'intérêt, ça va être de se détacher des 2 ETF précédents et de se diversifier sur une nouvelle zone géographique. Avec des pondérations très différentes des indices américains, qui sont très axés technologie, ici en Europe, on a des plus grosses pondérations sur le luxe, l'énergie, la santé, voire même l'industrie. Donc cet indice vient vraiment compléter les 2 précédents avec des performances clairement intéressantes aussi. 50% de performance sur 5 ans et 115% sur 10 ans. En clair, on fait un peu plus de 10% par an, donc de très beaux chiffres. Mais les risques de cet ETF sont principalement à 2 niveaux. D'un côté, avec la réglementation européenne, qui pèse beaucoup sur les entreprises et qui les bride même pas mal par rapport aux US. Et de l'autre, le marché européen qui a clairement des difficultés à s'imposer face aux US d'un côté et de la Chine de l'autre. Donc on a une décorrélation à la fois géographique, mais aussi sectorielle, tout en générant une très belle perf. Donc l'ETF Eurostoxx 50 a clairement sa place dans le top. En 2, et un peu moins grand public, l'ETF MSCI Water, ESG, sur le secteur des services aux collectivités. L'objectif de cet ETF, c'est de suivre le secteur de l'eau à l'échelle mondiale. Ici, les sociétés seront globalement plus petites que ce qu'on a pu voir dans les ETF précédents, mais surtout, la stratégie, elle s'articulera autour d'un secteur fondamental au développement de l'homme, l'eau. La composition même de l'ETF est totalement différente en termes de taille des sociétés et s'articule surtout autour de 3 zones géographiques, 60% en Europe, 20% aux USA et 20% dans les pays du Pacifique. Géographiquement, on est d'accord, on reste majoritairement dans des zones déjà traitées. Mais c'est sur le scope qu'on est très différent, celui du besoin humain face au développement économique. Et pour ce qui est des perfs, il a clairement pas à rougir. Voilà ce que ça donne. 56% sur 5 ans et 170 sur 10 ans. En même temps, avec le développement des populations, l'eau devient de plus en plus centrale à l'économie, donc il n'y a pas tant de surprises que ça. C'est normal que les sociétés qui agissent sur un secteur aussi fondamental génèrent de la rentabilité. Le risque ici, ça sera principalement la concentration sectorielle, mais en même temps, c'est pour ça qu'on l'a choisi. On vise un besoin fondamental pour s'assurer d'être rentable sur le long terme. En 5, une diversification totale par rapport à tout ce qu'on a pu voir, avec même un choix pour les plus téméraires. L'ETF MSCI Japan ou MSCI India. Une économie mature face à une économie émergente. Ces 2 ETF sont présents dans une logique de diversification. Ils viennent en complément des précédents. Vous l'avez compris, on est allé de l'ETF le plus grand public au plus exotique. Ce n'est pas des ETF à prendre en premier lieu, mais ils apportent une très belle diversification au portefeuille. Le Japon comme l'Inde ne sont pas du tout représentés dans tous les ETF qu'on a vus plus tôt. En les incorporant, on ajoute une très belle couche de diversification, d'autant plus qu'il n'est pas nécessaire de choisir entre l'un et l'autre. Il est tout à fait possible d'agglomérer les deux dans la même allocation. En faisant ça, vous diversifiez au maximum sur le monde entier. Surtout qu'en termes de perf, ils sont costauds. Le Japon, c'est 127% de rentabilité sur 10 ans et 12% sur l'année passée. Et pour l'Inde, voilà ce que ça donne. 16% de rentabilité sur l'année passée et 132% sur 10 ans. C'est le top, mais pour celui-là, j'ai quand même un petit disclaimer. Pour les autres ETF, les frais de gestion étaient très faibles, je les ai donc négligés. Mais pour celui-là, il y a quand même 1,75% de frais de gestion par an. Donc on peut enlever 2% de perf par an, ça nous donne du 12% net de frais par an, à peu près. L'argument fort de ces ETF, c'est clairement la diversification, avec un petit plus pour l'Inde qui n'est pas encore mature et qui pourrait clairement engranger pas mal de performances dans les prochaines années, si son développement se passe bien évidemment. Parce que c'est pas sans risque, donc restez quand même vigilants. D'ailleurs, on va maintenant voir un cas concret. On va créer un portefeuille et voir combien ça nous rapporte. Un portefeuille de 100 000 € d'investissement est réparti sur notre top 5. Et voici notre répartition. 30% en S&P 500,
18% en Nasdaq, 25% en Eurostock 50, 15% en MSCI Water et 6% en MSCI Japan et India. Ici, j'ai fait le choix de mettre plus de poids sur le marché US du fait de la conjoncture économique de la première puissance mondiale et de l'arrivée au pouvoir de Trump qui va probablement faciliter la vie des entreprises américaines. L'Europe va avoir ensuite une pondération de 25% et les ETF Inde et Japon vont être eux sous-représentés car ils sont là pour diversifier l'allocation et ils vont grandir dans le temps. J'y reviens d'ailleurs juste après. Et surtout, comme tous les ETF ne se valent pas en fonction de la maison de gestion, j'ai appliqué 1% de frais de gestion par an pour tous, sauf l'ETF sur l'Inde où j'ai appliqué 2%. Sur 10 ans, ce portefeuille aurait rapporté 240% avant impôt. De quoi se faire clairement plaisir. En clair, notre capital de 100 000 euros se serait transformé en 340 000 euros. Ça donne vraiment envie. Mais attention quand même, si on a eu une telle performance, c'est parce que les indices américains ont fait des rentabilités hors normes ces dernières années et en regardant en arrière, on voit la performance. Mais il est peu probable qu'elle soit aussi élevée dans le futur qu'elle a été par le passé. Mais dans tous les cas, c'est une allocation qui reste extrêmement pertinente pour les prochaines années. Pour ce portefeuille, je suis parti du principe qu'il était sur compte titre. Comme ça, il n'y aura pas de frais complémentaires sur le contrat. Seulement une fiscalité sur les plus-values de 30% en cas de revente. Mais cette allocation peut tout à fait être mise en place sur assurance vie. Les frais y seront un peu plus gros, mais ils dépendront surtout de votre assureur. Le plus souvent, c'est entre 1 et 1,5% par an. C'est pour ça que j'ai appliqué des frais de 1% sur chaque ETF, même s'ils sont en réalité beaucoup plus faibles sur compte titre. En échange de ces frais, les impôts sur les plus-values de l'assurance vie seront plus faibles, 17,2% jusqu'à 4 600 euros et au-delà, 24,7%. Après, vous vous en doutez, vous n'êtes pas obligé de vous contenter de ces 5 ETF pour faire votre propre portefeuille d'investissement. Vous pouvez y ajouter des produits de dette, des fonds thématiques, du luxe, de l'IA, de l'environnement, etc. Le plus important, c'est de respecter les 2 prochains points avec attention. Le premier, vous devez chaque année faire un point sur votre portefeuille. Récupérez vos plus-values pour augmenter votre diversification au fil des années. En augmentant régulièrement votre exposition au marché japonais et indien d'un côté, mais surtout en ouvrant votre portefeuille sur d'autres opportunités, comme des marchés émergents ou des secteurs dédiés répondant à des besoins fondamentaux de l'homme pour le futur. Deuxième point, investissez régulièrement, via des virements mensuels par exemple, pour lisser vos points d'entrée et surtout réduire votre risque. Mais surtout, investissez sur le long terme. C'est le meilleur moyen de véritablement générer des plus-values intéressantes. Retenez bien, la plus-value, c'est la récompense de l'investisseur patient. NCP, c'est aussi un cabinet de gestion de patrimoine pour tous. Si vous avez des questions concernant votre situation, vous pouvez prendre rendez-vous. Le lien est en description. Et moi, je vous dis à bientôt.